dénoncer les abus dont vous avez été victime dans le junior parce que vous avez fait ça 15 ans après avoir quitté la Ligue de l'Ontario. Pourquoi 15 ans plus tard? So I was retired for about 3 years, and I saw a story of players getting abused at St. Michael's College in Toronto. And when I read the story, I had I guess you could call it a panic attack. Before that, I had never really thought about what we had to endure that season when I was 16 years old. And all the emotions and thoughts just came back to me. And I called Theo Fleury, who was a friend at the time that's been through something like this. And he said my reaction was normal. And so then I decided to try to create awareness around what had happened to us by doing a long Twitter post on social media and just describing what had happened to me and what I believe continues to happen in order to give players who have been abused a voice. I believe that victims of trauma need to tell their story. And then also, when I was a player, you hear a lot about accountability, making sure that you're ready and your body's ready and your mind is ready to play the game. And so the impotence of also doing what I'm doing is to make sure that we hold the senior people, the adults in the room who did nothing when we told them about the abuse. We hold them accountable, and we have to gain the trust, I believe, of the public again in order to myself, I'm a parent. I don't want my child going anywhere near a hockey rink right now, which is sad. And hopefully we can change that. And also in due process, these victims need help. They need therapy. And so, hopefully in the future, there's a verdict that allows them compensation so that they can get the help that they need. Daniel, quel souvenir vous gardez de vos débuts dans la Ligue de hockey de l'Ontario? Parce que les initiations, c'est pas seulement au début de la saison, ça peut durer pendant toute la première année. Et quel impact ça a eu sur votre vie? So, after the story came out, I realized how it impacted me. I fought 3 or 4 times in the OHL, and in the NHL, I dealt with on and off ice issues like addiction. I had relationship issues, and I really liked hurting people on the ice. So my anger and aggression came out in numerous different ways. I can look back on that now and see that trauma that we endured, which was extensive, as you've written and as some people have read. Unfortunately, it's extremely common, and it really dictated how I acted, how I felt, how I played on the ice, how I treated people off the ice, and how I treated myself. And it really drove me into a lot of really dark places. Luckily, when I was 25 years old, I was able to ask for help. I was able to get some therapy. And I continue to ensure that I have therapy so that when we talk about events like this now, I have less of an emotional trigger, and I'm able to, I've already processed everything that's happened to me. I just want the peace that I have now. I want that for the other victims. So that's a big reason that we're doing this. D'agresser, vous êtes devenu agresseur, Daniel. Vous avez été initié et par la suite, vous avez initié des joueurs. Est-ce que vous regrettez certains des gestes que vous avez posés? So I was initiated, absolutely. And did I pass on the abuse? Absolutely. I was verbally abusive, emotionally abusive, but never physically abusive or sexually abusive the way that the men were to me. So with abuse and with a culture, when you're going into the rink every day and you're taking this type of abuse, what you're told is that, number one, what's said in the room stays in the room. So we had a locked door policy. You have to understand the psychology of a 16 turning 17-year-old kid who just moved away 3 hours away from home, ready to get drafted into the NHL. If you say anything or speak up or become a problem, you will never be drafted. And it's just very easy to pass on that abuse. So I am guilty of passing some of it on, absolutely. And I'm also very conscious of the fact that the last 10 years of my life, I've worked extremely hard to ensure that I'm cleaning up my side of the street. Bravo, d'ailleurs. Martin, est-ce que c'est ça qui explique un peu la loi du silence dans le milieu
du hockey, c'est que les victimes sont elles-mêmes devenues des bourreaux par la suite. Absolument. Le plus vieux, le plus vieux participant au recours, à la demande de recours collectif avait commencé sa carrière junior en 1979, avait terminé en 1982, et le plus jeune avait terminé son séjour junior en 2014. OK. On peut imaginer que c'est une roue qui s'est transmise d'année en année, de génération en génération, malheureusement. Et la loi du silence aussi est très, très forte. Si tu parles dans ce milieu-là, C'est fini. t'es fini. Ouais. Et Daniel en est un exemple. Il l'a expliqué dans sa déclaration sous serment. Il y a des amis très proches à lui qui lui ont tourné le dos après qu'il ait osé parler de ça, là. Des amis très proches. Il y a des gens qui sont dans le milieu, si ces gens-là lèvent la main pour dénoncer, ils perdent leur emploi parce qu'ils travaillent dans le Mais monde du même hockey. aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans tous les milieux, Oui. c'est épouvantable, là. C'est ça là, qui arrive, là, il me semble. Et c'est comme ça qu'on entretient la loi du silence. Et il y a une étude qui a été faite, qui a été commandée par la Ligue canadienne de hockey quand Daniel et Garrett Taylor ont lancé leur recours collectif. Les dirigeants des 3 ligues canadiennes ont dit, écoutez, on va faire une enquête. On pense que ça, on est convaincu que ça appartient au passé, que c'était dans le passé, que ça n'existe plus. Ils ont commandé un rapport. Il y avait Daniel Sauvageau qui a travaillé sur ce rapport. Il y avait Sheldon Kennedy qui était un joueur abusé lui-même. Il y avait l'ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Camille Thériault. Ils ont produit le rapport et quand le rapport est arrivé, ils ont dit aux dirigeants de la Ligue canadienne, vous avez un problème. Vous avez un problème d'intimidation, vous avez un problème d'abus, de maltraitance dans le hockey junior. Il y a des comportements inacceptables en société qui sont considérés comme normaux. Et il y a une loi du silence qui fait en sorte que les gens n'osent pas dénoncer. Alors, c'est encore les mêmes choses qu'on Les voyait mêmes dans patterns le depuis 40 ans. Exactement. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, s'est aussi expliqué dans les médias. Manon. Vous n'aviez jamais, Gilles Courteau, eu vent qu'il y avait des initiations qui viraient mal. Jamais qu'on a été mis au courant de ces situations-là, des initiations qui virent à mal. On se croirait à la commission Charbonneau. Daniel, comment vous réagissez aux propos de M. Courteau? Lui, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il est là. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça. So I can answer that question with another question. The report that Martine just cited, the IRP report, was buried by the Canadian Hockey League for over a year. And it was with persistence in the public eye that they finally had to report it. I reported our abuse during the season. David Branch came down to Sarnia, to the town, and had very publicized meetings, and nothing was done. So it's hard for me to think that the higher ups didn't know or understand this. In the report, over 45% of people who had played in the league had either seen abuse or been abused. Martin, tout à l'heure, vous avez dit que la dernière initiation rapportée datait de 2014. Plusieurs joueurs, entraîneurs et dirigeants actuels affirment que ce type d'événement-là appartient au passé. Est-ce que c'est vraiment le cas, selon vous? Je pense honnêtement que la société a évolué. Je ne pense pas qu'on atteigne des niveaux... on parle dans les cas qui étaient mentionnés dans la demande de recours collectif, il y a des cas de torture, d'agression sexuelle répétée, tout ça. Ah ouais. Je pense qu'il y a un frein qui a été mis à ça, des interdictions ont été faites, mais il reste des cas, il reste un fond de ça. J'ai reçu beaucoup de courriers cette semaine de la part d'anciens joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, mais aussi de parents qui me disaient c'est vrai, les initiations sont interdites, mais mon fils joue dans telle équipe et les recrues se font taxer par les vétérans. Il gagne 70 $ par semaine, mais mon fils s'est fait taxer pour 75 $ la semaine dernière parce que dans l'autobus, il effleurait un vétéran, il fallait qu'il paye son chemin. Quand le buffet arrive, quand l'équipe est sur la route, pour nourrir l'équipe, les vétérans mangent en premier et quand les recrues arrivent à la fin, semble-t-il qu'il ne reste plus grand-chose à manger. Bon, mais ça, c'est l'exact. Ouais. Ça, c'est les exemples d'il y a De maintenant. récemment, Oui. mais il y a quelques années. Donnez-nous des exemples de ce que ça pouvait être. C'est épouvantable. Il y a un joueur dans le recours collectif, dans son témoignage, qui a expliqué que on l'avait agressé sexuellement de multiples reprises avec un manche de bâton de hockey.
On l'avait pénétré, là. Oui, oui. un bâton d'or. Et c'est arrivé une quarantaine de fois durant la saison. Là. Et le bâton recouvert de crème chauffante, genre anti-phlogistine. Un joueur a raconté avoir été attaché sur une table dans le vestiaire et s'est fait fouetter avec sa propre ceinture par ses coéquipiers. Et que son entraîneur est entré dans la pièce et il a participé, s'est emparé de la ceinture et il l'a fouetté. Un gars d'équipe. Oui, oui. Des joueurs, des recrues dans la douche, se faire uriner dessus par leurs coéquipiers ou se faire cracher dessus, même pendant les matchs. Les recrues se faire cracher dessus par leur entraîneur après une présence sur la patinoire qui n'était pas satisfaisante. Alors, j'ai eu beaucoup de courriers cette semaine de gens qui disaient « Ah, des initiations, on a eu ça à l'université, Ben j'ai oui. eu ça au collège. » Chevalier de colon, ben oui. Mais ce qui était différent dans ça, c'était l'aspect répétitif. C'était une saison d'horreur pour ces joueurs-là. C'était pas une journée, c'était une saison au cours de laquelle tu arrivais à l'aréna, tu ne savais pas quand tu allais être maltraité par tes coéquipiers, te faire battre, te ouais. agresser. Mais comme c'est un milieu qui est tough, tu t'imagines, tu peux aller plus loin parce que personne va se plaindre, parce qu'on se plaint pas, parce qu'on pleure pas. Exact. Et comme Daniel l'expliquait, tu veux pas. Toute ta famille est fière que tu sois là, que tu joues au niveau junior majeur. Tu veux pas causer de problème parce que tu veux pas te faire rejeter par ton équipe. Et l'autre aspect qui était différent aussi, c'était la présence dans les témoignages. Les joueurs disaient mon entraîneur était présent, le directeur général le savait, le directeur général était là. Alors c'était. Donc, il y a juste M. Courteau qui le savait. C'est ça. S'il y a un groupe d'athlètes qui décide de louer un chalet une fin de semaine et entre eux procèdent à une initiation et que ça dérape, c'est une chose. Les entraîneurs n'ont pas de télécommande là-dessus. Mais quand les dirigeants de l'équipe sont présents, ils voient 8 joueurs se faire enfermer dans la toilette de l'équipe, dans la toilette de l'autobus qui est 3 pieds par 3 pieds, et se faire lancer de l'urine à travers les fentes d'aération. Ils étaient là, ils étaient sur place. Ouais. Donc, c'était ça qui était inusité dans ce cas-là. C'était l'aspect répétitif, c'était une saison de terreur et le fait que les dirigeants des équipes étaient là. Daniel, les dernières années ont été marquées par des prises de parole importantes de la part de victimes d'agressions sexuelles. On appelait ça le MeToo. Est-ce qu'on pourrait assister au MeToo du hockey? I think so. The more that we educate, create awareness, and then from this class action, create a procedure for people to either come forward anonymously or have their day in court. I believe that there's going to be more stories. I believe this is only the tip of the iceberg. And to the last point, what you have are coaches right now that are in positions of power. They're either coaching or they're general managers, either at the CHL or even at the NHL, the highest levels. Those coaches have yet to be rehabilitated. They've been abused and traumatized. They will never say it, but that is the culture. And so they stand by when they see the abuse happen because they went through it. And the thinking is, I went through it, so you have to go through it. Le juge de la Cour supérieure de l'Ontario qui a entendu l'affaire a rejeté votre demande, même s'il a salué à plusieurs reprises le courage des ex-joueurs. Il faut expliquer pourquoi. Le juge a refusé la demande de recours collectif parce qu'il disait que les 3 ligues canadiennes et leurs 60 équipes réunies sous le chapeau de la Ligue canadienne de hockey sont des entités juridiques distinctes et qu'il apparaît déraisonnable de tenir des équipes d'une ligue coupables de ce que les autres ont fait dans une autre ligue. Cependant, le juge a proposé, Daniel, de transformer l'affaire en une multitude de plaintes individuelles. Est-ce que c'est une avenue qui vous semble possible? Est-ce que vous croyez qu'il y aura plus de joueurs de chacune des équipes qui seraient prêts à dénoncer individuellement? Absolutely. So I think that with this ruling, it could actually benefit. There's only so much that I could say here now. But what I want to say, is this the camera that is filming? Ouais. What I want to say to any victims out there, to come forward with your story and to know that there will be accountability and you'll be able to tell your story, which I think is the first step to healing. And then you will have some sort of due process to make sure that your trauma is heard and that there is compensation on the back end of that. So regardless of what the judge did, this could be viewed as a positive thing because usually class actions take 7 to 10 years. And I'm confident that we will find a process for everybody to tell the world about their trauma and then start to heal. Merci tellement.
Ouais. Of course. Ouais. Ça prend énormément de courage. Je veux juste dire une chose. Premièrement, je suis désolée que tu aies eu à vivre ce que tu as vécu. Mais s'il y a une chose, je pense, qui est importante, puis c'est exactement ce que tu fais, c'est de briser le cycle de trauma, puis de faire du beau avec quelque chose de vraiment laid. Donc, merci de le faire pour tous ceux qui sont passés par ce que tu es passé. Vraiment, merci. Merci à vous deux. Les éléments qu'on a décrits ce soir, ce sont des actes criminels, des agressions sexuelles, des voies de fait, des menaces. Dans les derniers jours, les services policiers ont appelé les victimes à dénoncer, à porter plainte. Merci encore une fois à vous deux d'avoir été avec nous. J'imagine que les plus observateurs d'entre vous ont pu deviner que l'entrevue a été enregistrée juste avant l'émission afin de nous donner le temps d'ajouter des sous-titres. Et bien, à ceux-là, je leur dis bravo, vous êtes de fins limiers. Martin, on peut t'entendre chaque semaine dans le balado Tellement Hockey. On lit tes chroniques sur le site de Radio-Canada. Daniel, bon retour chez vous. Have a pleasant flight to Florida. Lucky you. Thank you very much. It's cold here. Yeah. Merci beaucoup. Thank you for having me. Bienvenue. Après la pause, la ministre Sonia